FM. Radio FM. Gior FM. Eu vou pedir por favor. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement à la chaîne Gior FM. FM. Amis auditeurs de Gior FM, bonjour et bienvenue à ce débat d'actualité sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je reçois dans le magazine Point de vue Alain Bolodjoa, président de l'EBAT, Lèvons-nous et bâtissons, un parti politique de l'opposition dans le microcosme politique congolais. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, c'était un débat qui n'est plus un secret, un débat déjà planétaire sur le devenir de la République démocratique du Congo après autant d'années de conflits, après autant de visites des émissaires des Nations Unies, la crise perdue dans l'Est du pays. Alors on se demande que devient le Congo après toutes ces visites. C'est une question qui taraude des esprits. Alors des intellectuels avisés ne peuvent pas se taire. Il y a donc des propositions à faire déjà dans la diplomatie qui se joue autour du médiateur international, le président João Lourenço, le président angolais. Récemment, il a écrit une correspondance, bien il a envoyé un émissaire auprès du président Félix Tshisekedi pour exprimer son mécontentement du fait que la République démocratique du Congo se rétracte du projet de paix, notamment les refus de dialoguer directement avec les M23, mais aussi les refus de cantonner les FDLR FOCA. Alors, la question est toujours d'actualité et pendant ce temps, le gouvernement a réinitié, donc prolongé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Comme pour dire, on n'est pas encore sorti de l'ordinaire. Alors, quelle chance accorder à la diplomatie internationale face à ces conflits internationaux? Alain Bolodjoa, vous réfléchissez depuis un certain moment. D'abord, que dites-vous de la récente visite dans notre pays de Jean-Paul Delacroix, le sous-secrétaire des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix? Bon, de prime abord, nous devons rappeler que l'État congolais est sujet du droit international et de ce fait membre de la communauté internationale. Nous n'évoluons pas en vase clos. Nous sommes en interaction avec d'autres pays. Nous sommes membres de plusieurs organisations internationales et même au niveau de la sous-région. Et donc, quoi de plus normal que les autres aussi s'intéressent sur des questions qui touchent directement à notre sécurité. Et n'oublions pas que c'est nous qui sommes allés vers l'Organisation des Nations Unies. C'est nous qui avons demandé son implication. Déjà vers les années 1998, c'est nous qui sommes allés vers cette organisation. Et donc, naturellement, nous devons aussi prêter oreille à ce qui s'est dit à ce niveau. Nous avons eu à signer plusieurs accords, plusieurs engagements, plusieurs traités qui nous astreignent, n'est-ce pas, à réfléchir à deux fois avant de poser certains actes. Parce que nous avons de valeurs partagées, nous avons le souci de fonctionner dans le respect de normes internationales. Et donc, dans ce cadre, nous sommes appelés à écouter, à prêter oreille sur ce qui s'est dit. Mais ce que je constate que tous les acteurs vivent hypocritement. En commençant d'abord par ce que nous pourrons appeler l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi nous le disons? Comment sommes-nous arrivés à connaître cette crise? Tout est parti du fait qu'il y avait des intérêts égoïstes de certains États au Rwanda et ils ont cherché à déstabiliser ces pays en déversant plusieurs milliers de personnes chez nous. Le gouvernement de l'époque avait refusé de les recevoir et fort malheureusement, le secrétaire général des Nations Unies, le président français, le département américain nous ont exigé de les recevoir armes et munitions. En arrivant chez nous, ils avaient le statut des réfugiés. Et ce qui est surprenant, le Rwanda, 2 ans après,
prétextant pour des raisons de sa propre sécurité, nous a attaqués dans le cadre de l'AFDEL. Et cette organisation internationale a semblé nous responsabiliser sur la question de notre sécurité. Et pourtant, si la partie est du Congo est devenue aujourd'hui ventre mou, c'est justement parce que nous avons répondu à l'exigence de la communauté internationale pour des raisons humanitaires, à recevoir tout ce qu'il y avait comme déplacés rwandais chez nous. Et dans ces déplacés, il y avait les Interamwe, il y avait les FDLR et il y avait la population rwandaise. Nous les avons reçus chez nous. Et donc, naturellement, nous subissons l'injustice de la communauté internationale. Parce qu'en réalité, on ne pouvait pas nous rendre responsables du dysfonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas nous qui gérons les réfugiés. Ils sont gérés par cette organisation-là. Deuxième élément, depuis que nous avons commencé des crises récurrentes dans notre pays, il y a eu plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Plus de 60 résolutions du Conseil de sécurité. Il y a même une mission qui a été envoyée ici, MONUC et aujourd'hui MONUSCO. Ce qui est surprenant, nous n'arrivons toujours pas à résoudre la question dans la partie Est. Oui, justement, avant de poursuivre le développement de votre réflexion, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Congo a été lui-même naïf lorsque vous faites allusion à l'opération de protection des réfugiés, c'était l'opération britannique baptisée Gabriel, qui a permis justement au Rwanda de faire entrer des armes chez nous. Et il y avait conjointement une opération Support ONU supportée par les États-Unis, du département d'État américain, mais toutes ces missions n'ont pas bénéficié de la couverture des Nations Unies. À ce moment, nous avions quand même un État, il avait un gouvernement, même si le président Mobutu était malade. Oui, mais le problème, c'est que partant de ces réalités, vous allez vous rendre compte que nous avons été solidaires. Nous avons répondu à l'exigence de la communauté internationale. C'est pour des raisons humanitaires que nous les avons reçus. Et donc, naturellement, il revient à cette organisation des Nations Unies de s'impliquer pour que nous recouvrons la paix. Nous sommes victimes. On ne doit pas nous classer parmi le bourreau. Nous n'avons jamais attaqué le Rwanda. Jamais. Mais à plusieurs égards, le Rwanda a eu à poser des actes contre nous. Et la communauté internationale n'a pas le courage d'exiger au Rwanda de ne plus nous attaquer. Alors, ils trouvent maintenant de prétextes. Et ce qui est décevant, c'est de voir que la faiblesse de l'administration congolaise, la faiblesse des institutions congolaises constitue une sorte de fertilisant dans ce qui s'est fait. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes victimes de la communauté internationale et de l'autre côté, nous sommes victimes du dysfonctionnement de l'État. Ce sont des décisions contradictoires prises par ceux qui sont présentés comme dirigeants qui sont à la base de la pérennisation de la situation. On nous exige à nous d'observer les accords dûment signés par celui qui est aujourd'hui président de la République, bien que de fait, et la population ne sait même pas que Félix Tshisekedi avait effectivement signé des accords. Pourquoi M. Delacroix exige à ce que nous respections nous respections nos engagements? Et la population ne sait pas que l'État congolais a pris des engagements dans ce sens-là. Parce qu'en interne, on veut nous faire voir qu'il n'y a aucun engagement qui a été pris. Non. M. Félix Tshisekedi a pris des engagements. Oui, il y a eu des engagements qui ont été pris, on le dit souvent, mais est-ce que ces accords sont en harmonie avec le vœu de la population? Si ces accords portent par exemple sur les paliers fonciers, c'est-à-dire cession de quelques terres de notre pays, si ces accords
comme on l'a vu avec les accords de Roubavu avec son prédécesseur, qui portait sur la mutualisation de la sécurité. Est-ce que toutes ces questions rentrent-ils dans la protection de la souveraineté de notre pays si elles sont portées à la connaissance du public? Et c'est cela qui fait en fait que les dirigeants actuels ont peur de la population justement pour appliquer, aller tout droit avec ces accords, mais peut-être les font de manière timide en progressant disons, de manière lente avec ce qui s'observe dans l'Est du pays. Bon, voilà pourquoi je dis, nous sommes victimes de l'hypocrisie de toutes parts. Lorsque nous disions qu'il y avait effectivement des accords signés par M. Félix Tshisekedi, une certaine opinion pensait que c'était du vent, c'était du mensonge. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y avait effectivement des accords. Et dans ces accords, je prends les accords signés au niveau de Nairobi, il y avait effectivement la volonté de cantonner le M23, de les insérer, la réinsertion sociale qui était prévue, et éventuellement démobiliser tous ceux qui ont pris des armes. C'était un engagement pris par M. Félix Tshisekedi. Mais il n'a pas communiqué là-dessus au niveau de la population. Parce que justement, nous n'étions pas d'accord par rapport à son approche. Nous pensions que c'était inopportun d'aller en pourparler avec le M23. D'autant plus que déjà au départ, le M23 n'était pas opérationnel. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers le M23 et nous amener un tel rapport que lui n'a pas voulu présenter? On nous parle de autres accords signés par ses prédécesseurs. Mais l'accord tant vanté de 2009 n'a pas fait allusion à la cession d'une portion des terres. Je crois qu'aujourd'hui, comme tout le monde en a, parce que tout le monde en parle, vous allez vous rendre compte que dans cet accord, il était question de réinsérer le CNDP dans notre armée. Et c'est ce que tout le monde appelle l'infiltration. Mais les gens semblent oublier que M. Félix Tshisekedi a aussi accepté de faire entrer le M23 dans notre armée. C'est-à-dire que nous risquons d'avoir les mêmes conséquences que ce que nous avons toujours connu. Et pourtant, la solution est la meilleure. C'est de faire agir. Mais il y a eu un accord. Oui, mais il y a eu un accord avec l'NCNDP qui a permis, par exemple, nous avons eu des députés comme Edouard Mangachuchu, nous avons eu Alexis Guissaro, qui est actuel ministre des TPR, qui est devenu membre du DPS. Il y a autant de personnalités qui ont pénétré justement la sphère politique congolaise institutionnelle, et d'autant plus que ceux d'avant qui avaient procédé de la même manière à travers le RCD, le sont aussi dans les structures du pays. Non, mais bien évidemment, ils se sont mués en parti politique. Ils ont réinséré le rang de la classe politique. Ils seraient élus, entre guillemets, bien que je ne crois pas en la qualité de ces élections, mais du moins, ils sont là. Alors, la grande question que nous devons tous nous poser, devons-nous continuer dans cet élan? Devons-nous continuer à garder la même approche où à chaque fois qu'il y aura un groupe de voyous qui vont prendre les armes contre l'État, on doit les réinsérer, les réintégrer dans l'armée, dans le structure de l'État? Moi, j'ai dit non. Il faudrait qu'un jour que cela s'arrête. Voilà pourquoi vous trouvez M. Félix Tshisekedi est entre le marteau et l'enclume. Il a menti à l'opinion qui n'aurait pas signé des accords et aujourd'hui, on l'oblige à respecter les accords que lui prétendait n'avoir pas signés. Et donc, nous sommes devant un guet-apens qui demande à ce que nous réfléchissions à deux fois. Et nous pensons que cela doit s'arrêter. Mais pour que cela s'arrête, il y a des préalables, il y a des conditionnalités. C'est-à-dire que nous devons repenser sur la gouvernance dans l'État, nous devons revoir notre armée, nous devons revoir notre manière de faire la diplomatie et nous devons réarmer mentalement notre peuple pour que nous arrivions effectivement à y faire face et éventuellement à résoudre le problème de manière pérenne, de manière durable, au lieu d'apporter des solutions palliatives qui n'apporteront rien du tout. Voilà. Voilà, nous allons revenir dans la deuxième partie de cet entretien dans quelques instants, le temps de nous observer une brève pause
On revient donc dans quelques instants. Power Play. Écoutez la radio JOR FM. Radio FM. JOR FM. Eu vou pedir por favor. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement à la chaîne JOR FM. Voilà, on revient dans la deuxième partie de cet entretien avec Alain Bolodjoa. Je rappelle, il est le président de Levono et Bâtisson. Tout à l'heure, vous évoquez la faiblesse des institutions du pays, la diplomatie en panne. Est-ce que nous ne sommes pas victimes nous-mêmes de notre propre turpitude lorsque, au plan diplomatique, nous avons soutenu jusque-là que nous faisons la guerre avec les M23 soutenus par le Rwanda, alors de dire plutôt que nous accusons le Rwanda de soutenir un mouvement, un des Congolais, à se rebeller contre leur propre pays. Alors nous dirons mieux que nous faisons la guerre avec le Rwanda et non, nous faisons la guerre par procuration en utilisant les M23 soutenus par le Rwanda. Bon, je pense que nous avons beaucoup de faiblesses. Et la plus grande faiblesse, c'est la qualité de la personne du président, la personne qui assume la fonction du président. Parce que déjà au départ, il n'est pas un homme sincère. Et au-delà de tout, il n'a pas assez d'atouts pour être président ou sinon bon président. Je dirais mieux, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire la vérité. Si vous prenez notre communication au niveau interne, ici à Kinshasa, on nous dit, non, voilà, nous sommes agressés par le Rwanda. Mais en international, on dit autre chose. C'est-à-dire que nous sommes victimes, effectivement, comme vous l'avez dit, de nos propres faiblesses. Il n'y a pas une stratégie communicationnelle mise en place. Nous ne savons pas comment communiquer en international pour que l'opinion internationale comprenne qu'effectivement, nous sommes victimes d'une agression. Et au-delà de la communication, il y a certains faits sur le terrain qui contredisent la thèse d'une agression. Déjà, nos ambassades, l'ambassade du Rwanda fonctionne normalement chez nous et vice-versa. Nos frontières sont fréquentées à chaque fois par le Rwanda, c'est-à-dire qu'on n'a pas fermé les frontières, nous continuons à transacter. Officiellement, l'État congolais n'est pas en crise avec le Rwanda. Ça, ce sont des contradictions que nous devons vite élaguer. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'hypocrisie alors qu'il y a des Congolais qui meurent. Je n'arrive pas à comprendre qu'un pays agressé continue à vivre normalement comme si de rien n'était. Nous sommes en train de faire face au M23. Mais à chaque fois, ces M23 sont ravitaillés en armes et en hommes par le Rwanda. Aucune stratégie n'est mise sur pied pour empêcher à ce que le militaire rwandais entre chez nous. Nous n'attaquons pas le Rwanda non plus. C'est-à-dire que c'est nous qui subissons. On tue chez nous, on nous agresse. Et aucune attaque n'est organisée contre le Rwanda. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'il y a complicité au niveau national. Il y a effectivement complicité. Qu'est-ce que nous constatons? On laisse la latitude au Rwanda d'exploiter. Et je pense que, en insistant sur le fameux état de siège, vous allez vous rendre compte que l'état de siège a été effectivement déclaré, justement pour faciliter au Rwanda et à l'Ouganda, et même le Burundi, à exploiter chez nous. Parce qu'à l'époque, lorsque M. Félix Tshisekedi prenait l'initiative de déclarer l'état de siège, le M23 n'était pas là. Déclarer ou décréter l'état de siège sous-entend militariser la zone. Ce qui est surprenant, le personnel militaire, il n'y a pas un accroissement exponentiel du personnel militaire dans la zone. Nous n'avons pas donné le moyen logistique à l'armée.
Et c'est pendant ces temps-là que le M23, qui était inopérant, ont ressurgi. Et si vous faites le couple de toutes les informations avant que le M23 ne soit opérationnel, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi a participé dans la résurgence du M23. Parce que déjà en 2019, il les a reçus ici à Kinshasa. Il a pris au mois de mars une série d'ordonnances. Il a toujours dit qu'il n'était pas au courant de leur présence ici. Non, mais lui ne pouvait pas être au courant parce qu'il manque. Comment ne pouvait-il pas être au courant? Parce qu'on a fait sortir l'argent, le finance publique. Il a pris une ordonnance graciant le membre du M23 qui était en prison. Il les a libérés. C'est-à-dire qu'il voulait appliquer, n'est-ce pas, l'accord signé avec le M23. Le M23 sont arrivés à Kinshasa au mois de février. Et au mois de mars, il a eu à libérer un certain nombre de militaires arrêtés en 2012, jugés, condamnés à Uvira. Il les a libérés. Et ce sont ces militaires-là qui se retrouvent aujourd'hui dans le rang du M23. C'est lui qui est chargé des opérations et renseignements militaires du M23. Bernard Maïeche Biamungu, alias Pikawan, il était en prison et il a été gracié par M. Félix Tshisekedi. Il y a autant de militaires qui étaient en prison, qui ont été libérés déjà en 2019. Et il est resté ici à Kinshasa jusqu'au mois d'août 2022. Et c'est comme ça qu'il a traversé et pour rejoindre les autres, afin de créer tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que l'état de siège était une stratégie justement pour faciliter l'atteinte de ce que le Rwanda recherche. Et la grande question que l'on doit se poser, à quoi ont servi les résolutions du mini-sommet organisé à Goma par M. Félix Tshisekedi? À quoi ont servi les résolutions de ces mini-sommets-là? Parce qu'il parlait de questions sécuritaires. Il a convoqué l'essentiel de pays de la partie Est. Ils ont eu à prendre des résolutions. Parmi les résolutions prises, il y avait notamment l'état de siège. Mais apparemment, l'état de siège a plus servi au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi qu'au Congolais. Parce que depuis l'état de siège jusqu'à ce jour, on dénombre beaucoup de morts. Et l'état de siège n'a pas résolu la question sécuritaire. Alors, quelle était la finalité? Quelle était la motivation? Si ce n'est de permettre à son frère qui est Kagame, à son père qui est Museveni, et aux autres de profiter, de tirer profit de la situation. Voilà pourquoi je pense que, effectivement, il y a une grande faiblesse. L'opinion internationale ne sait pas cerner ce que nous pensons réellement. Ce qui est grave. Aucune démarche jusque-là menée contre le Rwanda en international. On n'a ni déposé plainte. Il n'y a aucune feuille de route qu'on aurait déposée au niveau international pour charger le Rwanda. Au-delà de propos capturés ou de déclarations faites ici et là par Félix Tshisekedi. Sur le plan formel, il n'y a aucune démarche qui est menée contre le Rwanda. Et donc, moi, je comprends qu'il y a effectivement complicité. Et n'oubliez pas que la famille Tshisekedi ou l'UDPS a toujours été proche du Rwanda. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1968. C'est depuis 1968 que Etienne Tshisekedi, le père biologique et idéologique de Félix Tshisekedi, avait approché le Rwanda. Et donc, moi, je comprends que dans le contexte actuel, la population doit se prendre en charge. Nous devons éviter de donner l'impression comme si l'avenir du pays est entre les mains de Félix Tshisekedi. Non, il n'en a pas le pouvoir. La Constitution ne lui a pas conféré le pouvoir de décider en dernier ressort. C'est le souverain primaire qui décide en dernier ressort. Et donc, naturellement, vous comprenez qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses que nous devons corriger au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'il n'est-il pas trop tard justement parce que les choses avancent et nous sommes toujours à la traîne? Il n'y a pas que la question de l'Est, il y a aussi la question de l'eau.
c'était Idriss Déby qui en était le champion. Il est décédé et son fils n'est-il pas finalement l'héritier de cette question quand il fait baptiser toute une avenue en Djamena du nom de Félix Tshisekedi? Ce n'est-il pas justement dans ce projet qui n'est pas clos à Paris et qui pourrait renaître à travers la Centrafrique pour tirer l'eau du fleuve? C'est une autre guerre qui nous attend. Une autre guerre, c'est sans doute aussi l'avancée du désert de Kalahari au sud de notre pays, avec l'Angola, la Zambie. Les frontières sont émiettées au nord comme au sud par les pays qui nous environnent. Alors on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver plutôt que de prendre parfois des décisions épidermiques sur les réseaux de communication? Je vois, par exemple, au plan communicationnel, on continue à dire Bendela Ekoyate. C'est une rhétorique un peu à l'emporte-pièce. On aurait pu dire Tombola Bendele, hein, pour dire, voilà, nous sommes dans l'hymne national, levons nos fronts. Mais ce qui s'est fait, en fait, autant sur la diplomatie et sur le plan de la stratégie communicationnelle, tout paraît faible et on s'est dit, est-ce que le temps ne joue pas contre nous? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, la situation que nous traversons reste dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Moi, je crois en la capacité de la population congolaise à rebondir sur la question. C'est vrai que M. Félix Tshisekedi a signé des accords, mais ces accords-là ne respectent pas les dispositions pertinentes de notre Constitution. Parce que déjà pour céder de l'eau à un pays tiers, on doit se rassurer que cela se fasse dans le respect des dispositions de notre Constitution. Donc, ce sont là des réalités. Nous investissons plus sur l'éveil de conscience de la population. Parce que justement, nous comprenons qu'il y a des enjeux mondiaux qui pèsent sur nous. Si nous voulons résoudre la question, nous devons avoir un président sérieux pour que le pays soit cette fois-là géré sérieusement. On ne doit pas avoir des apépristes, des fanatiques, des militants, des traîtres au sommet de l'État. Nous devons construire notre identité, notre mental par rapport à cette réalité. Et donc, il y a possibilité de changer, de bouger les lignes et de renverser la tendance. Mais cela passera inéluctablement par la prise de conscience de la population qui du reste le souverain primaire. Et donc, nous sommes dans cette logique-là. Voilà pourquoi nous nous battons pour amener l'éveil, faire comprendre à la communauté nationale qu'il y a beaucoup d'enjeux contre nous. La guerre commerciale qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, ça se passe chez nous. La guerre qu'il y a de positionnement entre la France et la Russie, ça se passe chez nous. La guerre qu'il y a entre les États, le velléité expansionniste de certains États doivent nous pousser à réfléchir à deux fois. Parce que ce qui est vrai, le monde est en train d'évoluer en bien comme en mal. Mais nous restons dans le statu quo. Vous avez soulevé une question avec le Tchad. Il y a effectivement un besoin criant en nous. Mais on nous oblige à nous de céder notre eau. Alors qu'ils savent très bien qu'il y aura des impacts négatifs sur notre écologie. Parce que lorsqu'on va créer le mécanisme de pipeline pour commencer à pomper de l'eau chez nous, ça aura une incidence sur l'écologie. Parce que lorsqu'on va réduire, on va pomper de l'eau, ça va réduire les débits de eau, ça va emporter certaines espèces qui vont disparaître, ça va réduire la pluviosité, ça va réduire les degrés de l'humidité qui justifient d'ailleurs la présence de la végétation. Et donc, naturellement, ça aura une incidence. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Justement, est-ce que, permettez sur ces dossiers de l'eau, est-ce que est-il vraiment important d'avoir tout le courroux du monde sahélien sur nous, alors que nous pourrons résoudre mieux ce problème de l'eau, d'autant plus que chaque heure, on dira chaque heure, le fleuve perd 1 mètre cube.
un mètre cube. Et si nous cédons à travers les cours d'eau qui existent, et cela peut affecter effectivement le débit du fleuve, d'autant plus que nous avons une pluviométrie exceptionnelle. Non, mais attention, la pluviométrie dont on parle est tributaire à la situation actuelle. C'est-à-dire que si nous changeons la courbe de choses, naturellement, ça va impacter sur les restes. Je pense que si la communauté internationale ou si un certain nombre de pays veulent avoir notre eau, ils peuvent aller Parce au que niveau derrière de les Tchad, ils peuvent avoir les Niger, les Mali, et la Guinée, tous ces pays. Ils attendent de l'eau du Congo qui est de bonne qualité. Ils peuvent aller prendre de l'eau en aval au niveau de l'embouchure. Parce que l'eau qui est déversée dans l'océan peut être récupérée. Ça n'aura aucune incidence sur notre écologie. Mais si on veut avoir de l'eau en amont, naturellement, ça aura de l'impact. Parce que ça soit le degré de pluie au Congo, que ça soit la qualité de la végétation au Congo, que ça soit la faune au Congo, tout dépend de l'équilibre écologique qu'il y a actuellement. Mais lorsque vous brisez l'équilibre, naturellement, ça aura de l'incidence. Ne pensez pas que s'il y a désertification au nord de l'Afrique, ce n'est pas suite à la raréfaction de l'eau. Non, c'est de l'eau. C'est l'eau. Plus l'eau devient rare, plus l'équilibre écologique est mis en mal, naturellement, ça aura de l'effet sur la végétation. Or, nous voulons préserver l'équilibre écologique. Alors, la question que l'on doit se poser, qui doit défendre tout ça? En réalité, ça devait être le président de la République. Fort malheureusement, ce monsieur est bon à tout, sauf à gouverner. C'est-à-dire que lui, il est focus sur les futilités. Il investit plus sur le prestige, sur son apparence extérieure. Mais il n'arrive pas à se poser de vraies questions, vrais problèmes. N'oubliez pas que tous ces pays-là pourront éventuellement développer les velléités de nous attaquer. Parce que par souci de survie, même les lois internationales ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'ils se préparent en conséquence contre nous. Et que faisons-nous? Nous n'avons pas une bonne diplomatie. Nous n'avons pas une armée capable de dissuader, même de persuader. Nous n'avons pas de bons services de renseignement. Nous ne savons même pas comment fédérer les énergies de la population. Et donc, il y a une guerre qui s'annonce contre nous. Mais aucune mesure n'est prise. Parce que déjà, ceux qui sont là... Effectivement, dans cette lancée-là, on sait que la République centrafricaine a déjà une bonne partie de notre pays, le Sud-Soudan comme le Soudan, l'Ouganda, et il y a aussi la Zambie, l'Angola, et tous ces pays, chacun a un morceau, même le Congo-Brazzaville, parce que la limite avec le Congo-Brazzaville, c'est au quai du but du Congo-Brazzaville et non au milieu du fleuve. Déjà, chacun prend une partie, et ce qui est quand même lamentable. Oui, continuez. Non, mais justement parce que vous êtes géré par des gens qui n'ont aucune vision. Parce que je ne comprends pas comment on peut désirer être président et avoir une vision aussi minimaliste. Pour M. Félix Tshisekedi, le plus grand problème du Congo, c'est son image à l'extérieur. Et voilà les instruments que lui utilise. Sa santé, son accoutrement, ses déclarations tapageuses. On construit un bâtiment, on fait des éloges de la personne qui aurait pris l'initiative. On vient inaugurer des toilettes publiques et ils pensent que c'est ça la vision de l'État. Non. Nous sommes parmi les pays les plus convoités au monde. Que ce soit par rapport à notre sol, notre sous-sol, nous sommes convoités. Et naturellement, nous devons développer le réflexe d'une grande nation. Nous devons investir dans notre administration. Nous devons investir dans nos services de renseignement. Nous devons investir dans notre armée. Nous devons investir dans notre diplomatie. Nous devons investir dans tous les secteurs de la vie pour que nous soyons en mesure de faire face à tout ce que nous aurons comme conflit. Pourquoi le monde entier ne prend-il pas le temps de regarder le Congo-Brazza? Le Congo-Brazza participe aussi dans la rivière Ubangi.
Parce que la rivière Ubangi appartient à 3 pays. Il y a nous, il y a le Congo-Brazza, il y a la RCA. Pourquoi n'ont-ils pas pris le réflexe d'aller prendre de l'eau à la rivière Ubangi? Parce que les autres pays ont dit non. Et pourquoi devraient-ils venir prendre de l'eau chez nous? Parce qu'ils nous considèrent comme un bien sans maître. Et voilà, les messieurs qui vous servent de président, pour lui, ces questions-là ne le préoccupent pas. Au lieu d'investir dans l'armée, il investit dans la garde républicaine, ils deviennent comme des stylistes, ils font des défilés de mode, mais en réalité, en substance, on n'a pas une armée en même de faire face à ces enjeux-là. Et la population est préoccupée à tout. Nous sommes plus dans les loisirs. Au lieu de conscientiser la population, de préparer mentalement, physiquement la population, pour que nous nous attendions à toute éventualité, nous sommes à côté de l'essentiel. Et donc, ce sont là des réalités. Allez voir dans notre diplomatie. Nous avons 70 représentations au monde. Je peux vous citer 4 pays qui ont des problèmes aujourd'hui. Le Portugal, la Turquie, la République tchèque, et il y a un autre pays où ils n'ont pas payé de loyer. Le personnel ne sont pas payés. Ils ont un problème de fonctionnement. Et naturellement, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vous prends le cas de l'Afrique du Sud. M. Félix Tshisekedi a nommé un incivique qui a été, dont l'accréditation a été rejetée. Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Il a nommé ses beaux-frères, ses belles-sœurs, qui n'ont pas de qualité de diplomates, mais qui sont là. Or, en tant que sujet du droit international, nous avons besoin de la solidarité des autres. Nous devions en réalité, dans le cadre bilatéral, nous devons approcher certains pays au nom de la solidarité internationale pour nous accompagner dans ces combats. Jusque-là, aucun pays ne soutient notre approche. Aucun pays. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que nous voyons là, c'est que lui appelle diplomatie, ce n'est que du pipeau, du vent. Aucun pays ne prend position pour le Congo. Et donc, naturellement, vous comprenez que nous avons beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. Et cela exige à ce que nous ayons un président sérieux. Je ne cesserai de le dire. On peut tout dire. Mobutu était un bon président sur certains aspects des choses. Parce que lui savait investir dans son armée. Mais lorsqu'il a semblé négliger l'armée, l'administration, c'est en ces moments-là que nous avons connu le déclin. Et je me rends compte que tous ceux qui l'ont combattu et qui ont accédé à la fonction du président de la République n'ont pas fait mieux. Nous n'avons pas une armée à même de faire face à une guerre de plusieurs États à la fois. Parce que déjà au départ, nous sommes incapables de faire face au M23. Incapables de faire face au M23. M. Félix Tshisekedi a tribalisé l'armée. M. Félix Tshisekedi a amené le népotisme dans l'armée. Il est en train de fragiliser notre armée. Ils ont réduit le moyen de l'armée. Et donc, naturellement, nous avons un problème. Pourquoi je le dis? Comment peut-on expliquer qu'un colonel, en 2019, devienne général d'armée et chef d'état-major général en 2023? C'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il est en train de tuer l'armée. Et donc, vous comprenez que nous sommes en face d'une trahison qui ne dit son nom et il revient à la population de s'élever pour changer ça. Voilà. Bon, on va revenir sur cette donne, justement. Peut-être le dialogue pourrait nous résoudre, aboutir à une solution viable. Le temps de nous remettre dans une pause. On revient tout à l'heure. Power Play. Écoutez la radio JOR FM. Radio FM. JOR FM. Eu vou pedir por favor. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement à la chaîne JOR FM.
Voilà, on revient dans ce studio. On va sans doute la dernière partie. Un dialogue interne est proposé par certains leaders politiques, notamment Martin Fayulu, le président de l'engagement à la citoyenneté pour le développement, mais semble-t-il est remise en question par Adolphe Muzito, qui tous étaient jadis dans l'AMUCA. Actuellement, l'AMUCA est piloté par Martin Fayulu. Alors, ce dialogue va rimer à quoi? Pendant ce temps, les médiateurs internationaux exigent de Kinshasa un dialogue direct avec les M23 et les cantonnements des FDLR. Alors, on va justement camper sur les deux volets du dialogue. Ne fallait-il pas déjà avant un dialogue interne pour consolider la cohésion nationale, Alain Bolodjoa? Bon, je vois que la thèse de M. Fayulu a séduit certains faibles d'esprit. Nous devons nous le dire. On nous dit il suffit seulement que... On nous dit il suffisait seulement que M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, M. Moïse Katumbi, M. Fayulu se mettent autour d'une table pour consolider l'unité nationale. Apparemment, les gens ne savent même pas c'est quoi la nation. La nation n'est pas constituée que de la classe politique. La nation est constituée, la nation congolaise est constituée de groupes ethniques. La nation congolaise est constituée de tribus. Et en réalité, en règle générale, les tribus ne sont pas en conflit en tant que telles. Si nous avons un conflit au Congo, si nous avons des conflits au Congo, c'est ce que nous vivons dans la Chopo, c'est ce que nous vivons à Maïndombe. Et ces problèmes-là exigent effectivement un dialogue. C'est-à-dire le Teke et les Yaka doivent se mettre... Mais jadis, les Teke et Yaka s'entendaient, comme le Mbol et le Ngola s'entendaient, mais d'où vient justement ces conflits? N'est-il pas, cette affaire de Kwamout, n'est-il pas en fait la tête d'un arbre qui cache la forêt, ou bien la tête d'un iceberg, ou on dirait encore mieux, quels sont les dessous des cartes d'une exploitation minière qui ne cache pas justement, qui cache ces conflits? Bon, je pense que même s'il y aurait les dessous des cartes, si nous parlons en termes de cohésion nationale, on peut justifier le dialogue permanent entre les Teke et les Yaka. Voyez-vous? Parce que les Teke et les Yaka sont en conflit. Et là, ce n'est pas tous les Teke et pas tous les Yaka. Une frange de la population Teke, et de la population Yaka sont en conflit. Probablement qu'il y a des gens, des tireurs des ficelles, mais ce qui est vrai, dans cette approche-là, les dialogues se justifient. Vous allez à la Chopo. Effectivement, il y a aussi des conflits entre tribus, un conflit des terres. Mais en règle générale, sur les 450 tribus, il n'y a que 3 ou 4 tribus qui sont en conflit. C'est-à-dire que la cohésion nationale n'est pas mise en mal pour ça. Parce que tout le monde a développé le réflexe, la volonté de vouloir vivre ensemble. Que ce soit nos tribus, que ce soit au niveau de province, on n'est pas en conflit. Mais pour que cette cohésion nationale soit consolidée, il faudrait appliquer le pacte social que nous appelons la Constitution. Parce que la Constitution est le trait d'union de toutes les tribus. La Constitution est le pacte social, c'est-à-dire que toutes les tribus se reconnaissent dans cette Constitution. Voilà pourquoi le Constitution a voulu assez que, à chaque fois que l'on procède par des nominations, que l'on tienne compte de la représentativité des provinces. Parce qu'en sourdine, on sous-entend que les tribus vont se retrouver par rapport à la configuration politico-administrative. Mais lorsque Félix Tshisekedi nomme, il fait promotion de la tribu. Vous prenez au niveau du Grand Kasaï. Dans le Grand Kasaï, il y a les Tétéla, il y a les Songé, il y a les Kuba. Mais ceux qui se retrouvent plus, il y a le Lulua. Mais ceux qui se retrouvent plus, ce sont le Luba. Et fort malheureusement, du Kasaï oriental. C'est-à-dire que c'est lui qui est à la base. Parce que dans l'esprit de la Constitution, on insiste sur le caractère
de l'unité nationale que représente la personne qui assume la fonction. Il est le symbole de l'unité nationale. Et donc, c'est lui qui veut promouvoir l'unité nationale. La cohésion nationale doit respecter les lois et la Constitution. Pour M. Fayulu, et je pense qu'il a été sous-traité, probablement, parce que apparemment il y a eu un pré-dialogue, un pré-négociation, et il veut maintenant nous séduire. Avec qui? Nous, avec Félix Tshisekedi et son frère. N'oubliez pas que tous sont du rassemblement de l'opposition, le RASOP. Ils sont tous des Tshisekedistes. Donc, dans son approche, mais les RASOP n'existent plus. Les RASOP n'existent plus depuis belle lurette. Parce que c'est un état d'esprit. Tous ceux qui se reconnaissent en Étienne Tshisekedi sont du RASOP. Ils sont le fruit de Tshisekedi. Et donc, ils sont dans cette logique-là. Alors, pour Martin Fayulu, il considère que le pays étant en péril, ils doivent se mettre autour d'une table pour en discuter. Non, mais vous pouvez discuter dans le cas de l'Union sacrée. Parce que, à part Martin Fayulu, l'essentiel de ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi sont déjà dans l'Union sacrée. Il peut intégrer l'Union sacrée. En ces moments-là, ils vont consolider leur... Mosito semble être contre, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans l'Union sacrée. Non, il n'est pas contre, il a posé des préalables. Il n'est pas contre, il a posé les préalables. C'est-à-dire que ça soit lui, que ça soit Fayulu, que ça soit Moïse Katumbi, tous se reconnaissent en Tshisekedi. Alors, la moindre chose à faire, comme l'autre avait déjà tendu la main en créant l'Union sacrée, il suffit seulement que Fayulu intègre l'Union sacrée, il pourra éventuellement apporter des solutions à ces niveaux-là. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que nous autres qui ne croyons pas en Félix Tshisekedi, nous pouvons apporter. Parce qu'apparemment, lui, se présente comme l'homme le plus populaire. Bien qu'il ait obtenu 4% de voix, il considère qu'il est le plus populaire. Qu'à cela ne tienne, comme il est populaire, et que c'est la popularité qui manque à Félix Tshisekedi, il n'a qu'à adhérer dans l'Union sacrée. Peut-être que c'est en fait, c'est le seul opposant qui est en dehors des institutions. Non, mais il est en dehors des institutions parce qu'il avait fait le choix. Mais maintenant qu'il veut être dans les institutions, il lui suffit seulement d'intégrer l'Union sacrée. Ils peuvent créer l'Union sacrée élargie à l'SID, à la Mouka et ainsi de suite. En ce moment-là, ils vont se mettre tous ensemble pour donner de l'énergie à Félix Tshisekedi. Parce que sur le plan opérationnel, soyons sérieux, qu'est-ce que Fayulu pourrait apporter sur le plan militaire à Félix Tshisekedi? Parce que si vous regardez très bien, Moussa Nyamwisi, Jean-Pierre Bemba ont pris des armes. C'est-à-dire quand même qu'ils ne sont pas des militaires, mais ils ont été des milices. Ils ont travaillé dans le cadre militaire, dans le cadre des opérations militaires. Mais ils ont échoué lamentablement là-bas. Félix Tshisekedi a fait des Bemba, ministre en charge de la défense, il a échoué. Qu'est-ce que Fayulu pourra apporter à Félix Tshisekedi pour que nous soyons sûrs qu'on va résoudre le problème? Deuxièmement, la cohésion nationale ne passera pas que par la classe politique. On ne peut pas convoquer 4 personnalités politiques pour prétendre consolider la cohésion nationale. La cohésion nationale est une question transversale qui implique plusieurs tribus. On doit associer les chefs coutumiers, on doit associer tous ceux qui gèrent la population dans ces pays, tout ça. Ça ne va pas se faire par la politique. Ce qui est vrai, les dessous des cartes sont clairs. Monsieur Fayulu a approché les démocrates américains. Et là, tout le monde le sait. Et ce sont les démocrates américains qui soutiennent le Rwanda. Monsieur Félix Tshisekedi a signé des accords avec le Rwanda et nous constituons l'obstacle pour l'application. On vient maintenant, on approche Martin Fayulu. On lui dit, Monsieur Fayulu, Monsieur Félix Tshisekedi à la fin de son mandat, nous pouvons faire de vous président de la République après 2023, mais ce que nous vous demandons, nous vous exigeons, c'est de soutenir Félix Tshisekedi à convaincre la population à adhérer dans l'idée d'appliquer l'accord signé par M. Félix Tshisekedi. Et lui, trouvant ses intérêts dans ça,
Il vient nous balancer le débat du dialogue, sans substance, sans une réflexion approfondie. Il vient et il dit à ses militants, je viens d'être avec les démocrates. Ils veulent assez que nous allions au dialogue. C'est ce qu'il a dit. Mais les démocrates là dont on parle, c'est Clinton. Clinton qui est derrière le Rwanda. Ce sont les démocrates qui sont à la base de la déstabilisation de la partie Est. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à vendre leur popularité moyennant de postes, tout en sachant que la cohésion nationale est l'essentiel de l'existentialité de l'État. Mais je considère pour ma part que la question que se pose M. Fayulu n'a rien à voir avec la cohésion nationale. Ça, c'est une cohésion du RASOP élargi à Kabila. C'est simple. Alors, et nous pensons on va terminer sur cette question en 1 minute. Dialogue direct avec le M23, on avait effleuré cette question. Est-ce que c'est possible, après qu'on ait condamné certains dirigeants de ce mouvement par la justice congolaise? Non, mais le dialogue entre gouvernement et M23 a déjà eu lieu. Ce dialogue a déjà eu lieu. Ils ont déjà des résolutions. Le problème maintenant, c'était par rapport à la mise en application. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu blocage. Ils ont déjà il y a une condamnation des dirigeants du M23. Non, ça c'était une manière pour vous distraire. C'était une manière pour vous distraire. N'oubliez pas qu'il y a une proposition de loi d'amnistie. N'oubliez pas que M. Félix Tshisekedi a gracié les membres du M23. Rien ne vous rassure qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et la précipitation avec laquelle ce procès a été organisé, vous vous rendez directement compte que c'était des aventures. Et donc, nous pensons que dialoguer avec le M23 et le Rwanda, c'est un acte de haute trahison. Voilà pourquoi nous convions nos amis qui prétendent être de l'opposition. Recherchons d'abord la cohésion de l'opposition. Faisons le contrepoids contre Félix Tshisekedi pour empêcher à ce que cet accord soit appliqué. Ce n'est pas d'aller vers Félix Tshisekedi. Et ce qui est aberrant, j'ai posé la question à l'un des membres l'un des alliés de l'ECD. Comment allez-vous procéder? Est-ce que Nanga prendra-t-il part au dialogue? Il dit oui, pourquoi pas. Mais alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi au juste? Parce que si Nanga doit y participer, c'est-à-dire qu'il aura aussi des exigences. Il a aussi un cahier de charges. Et si aujourd'hui Nanga vous exigez d'intégrer ces militaires, ces milices dans l'armée, c'est ce que Nanga demande. C'est ce que la communauté dite internationale demande. Que Félix Tshisekedi accepte d'intégrer le M23 dans l'armée. Alors, si vous soutenez ça, c'est-à-dire que vous êtes dans la logique de la communauté internationale. Mais vous ne posez même pas la question à la population. Est-ce que la population est-elle prête aujourd'hui d'accepter le Rwandais encore dans l'armée? Parce que les gens doivent le savoir. Le Rwandais qui ont intégré notre armée, grâce au brassage et au mixage, ils sont arrivés ici à Kinshasa vers 2003-2004. L'essentiel des officiers avaient plus de 30 ans d'âge. 30 ans après, ils ont 60-65 ans. Ils sont déjà éligibles à la retraite. Mais si vous acceptez la réinsertion du M23 dans l'armée, il y a des jeunes officiers qui sont là, qui vont réintégrer notre armée. Et pourtant, ils sont des Rwandais. Et donc, on va continuer comme ça dans la pérennisation de l'infiltration. Vous ne pouvez pas combattre l'infiltration et attendre à ce que le M23 intègre notre armée. C'est antinomique. Nous disons non. Nous ne sommes pas prêts à abdiquer et nous sommes prêts à toute éventualité. Je n'accepterai jamais ce dialogue. Jamais. Voilà. Merci Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes président de l'EBAT. Ici s'achève ce magazine Point de vue sur JOR FM que vous avez suivi en direct. Vous aurez donc toute la plateforme disponible pour réécouter abondamment cette émission. Merci à toutes et à tous. On se retrouve plus tard. Au revoir. Power Play. Écoutez la radio JOR FM.
Radio FM. Gior FM. Eu vou pedir por favor. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement à la chaîne Gior FM.